Donc la commune de Boussu se situe en Belgique, dans la partie wallonne du pays et plus exactement dans la province du Hainaut. Et elle est surtout connue grâce à son château qui a été bâti au XVIe siècle par Jacques Dubruck, qui est un château Renaissance de toute première valeur et dont le site archéologique en cours de fouille a été inscrit sur le patrimoine exceptionnel de la région wallonne l'année dernière. Alors le site est probablement occupé dès l'époque gallo-romaine, mais les traces tangibles d'occupation se situent surtout au Moyen-Âge avec une forteresse très conséquente qu'on peut voir sur des documents conservés aux archives de l'État à Mons et qui sera détruite par un siège de l'armée française de Louis XI en 1478. Au XVIe siècle, c'est là que va commencer son histoire glorieuse, puisque Jean de Hénaliétard confie à l'architecte Jacques Dubruck la réalisation d'un véritable palais de la Renaissance, un château qui mesurait 100 mètres de côté et qui comportait des écuries pour 300 chevaux, et qui va avoir une histoire réellement glorieuse durant tout le XVIe et le XVIIe siècle. On verra notamment le passage de l'empereur Charles Quint, du roi d'Espagne Philippe II, ou encore au XVIIe siècle, le roi Louis XIV avec la cour française et le cardinal Mazarin, qui va s'arrêter au château durant une dizaine de jours. Mais ce qui fait l'importance du château, c'est surtout le fait qu'il est la synthèse entre les deux grands courants de l'architecture de la Renaissance, le côté architecture classique romaine et tout le maniérisme de l'école française de Fontainebleau, surtout dans la décoration intérieure. Alors ce château sera progressivement détruit dès 1554 par un siège de l'armée française d'Henri II et durant toutes les guerres du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Alors à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, il est en ruine. Il va subsister en ruine durant tout le XVIIIe siècle et sera démoli en 1810 et toutes les ruines seront culbutées dans l'étang qui entoure le château lui-même. Alors à cette époque, le comte de Caraman décide sur le Châtelet et la galerie qui menait au château de reconstruire une résidence de parc qui sera occupée durant tout le XIXe siècle par la famille de Caraman et puis par la famille Nédonchel jusque dans le milieu du XXe siècle. Dès 1940, la Luftwaffe va réquisitionner le domaine et va installer dans le parc 120 casemates pour un dépôt de munitions qui servait à alimenter les avions de la base de la Luftwaffe à Chièvre, chargés des bombardements dans le sud de l'Angleterre et des attaques de convois en mer du Nord. Alors le 2 septembre 1944, à l'arrivée des Américains, les Allemands vont détruire leur stock de munitions et provoquer par là même la destruction du château lui-même. Dans le site actuel, plus rien n'est visible des états antérieurs de l'environnement du château de Boussu. Après 6 années de travaux de dégagement autour de l'ancien Châtelet et 5 années de fouilles, une partie seulement du château de Jean de Hénaliétard est connue. Toutefois, on peut établir en termes généraux l'aspect global du château de la Renaissance et déterminer la partie érigée sous la direction de Dubruck. Les fouilles programmées de 1991 à 1996 ont permis de mieux comprendre le château. Le site archéologique est composé de vestiges de nature très différentes. Châtelet ruiné, galeries invisibles sous les décombres, le grand château entièrement enfoui. Les fouilles ont été divisées en zones. La première zone est constituée par le Châtelet. La seconde zone concerne la galerie de jonction, y compris les adjonctions du XIXe siècle. La troisième zone, la plus importante, comprend le grand château. Les fouilles systématiques ont livré une quantité d'informations. 2 types d'interventions archéologiques ont été pratiquées, des fouilles en grandes tranchées et des tranchées de sondage. Des vestiges de l'occupation médiévale ont été mis au jour. L'élément le plus remarquable est un chemin empierré qui reliait 2 points restants à déterminer. Les larges douves ont été fortement endommagées par la construction du château au XVIe siècle. Grâce aux tranchées de sondage, le plan carré du château de 1690 a pu être confirmé. Les dimensions générales sont d'environ 81 mètres sur 82 pour le carré de base du logis principal. Celui-ci est cantonné de 4 tours de 12 mètres de côté chacune. La cour centrale mesure approximativement 41 mètres sur 45.
Les ailes ont des largeurs différentes. L'aile nord est plus large que les autres ailes. La division en pièces est apparemment différente d'une aile à l'autre. L'aile est, la mieux conservée, a livré les murs d'une douzaine de pièces de dimensions fort variables. Des passages ont été repérés. Le départ d'une cheminée a été dégagé. Elle est bordée de pierres bleues délimitant une zone de sol en briques. À proximité, la base d'un pied droit en forme de patte de lion en grès a été trouvée lors des fouilles. Dans le mur de façade, d'autres aménagements que les baies ont été mis au jour, en particulier 2 structures circulaires ressemblant à des puits. La fouille a livré des pierres de taille provenant de la destruction du château et 2 monnaies datées du milieu du XVIIe siècle. Un corps en avancée de 4 mètres et long de 22 mètres a été retrouvé. Il est composé de 2 pièces allongées. L'aile sud a été peu explorée, mais la fouille complète d'une section a livré de très nombreuses informations sur la construction, les structures du XVIe siècle et les réaménagements postérieurs. La grande pièce, fouillée, de 7 mètres de long sur 5 mètres 15 de large, est construite sur des fondations en pierre dont la base n'a pu être atteinte vu la présence de l'eau. La présence d'une ouverture dans la façade sud, avec linteau correspondant à une baie de même dimension, fermée avec 2 barreaux à l'origine et murée par la suite, était destinée à l'aération, dans le but d'empêcher que l'humidité ne remonte dans la pièce. Cet espace, vide à l'origine, a été comblé dès la fin du XVIe siècle. Au pied de la cheminée a été mise au jour une pierre en grès trapézoïdal, dont la face antérieure a été sculptée du blason des Hénin-Liétard. Juste au nord de la grande pièce, la galerie couloir qui longe la façade sur cour aboutit à l'escalier qui mène vers les étages supérieurs du château. Sous l'escalier et contre le mur nord de la pièce est aménagée une chambre de visite. La conduite en plomb qui devait se trouver à l'intérieur a disparu, de même que le collecteur dans lequel elle devait aboutir. Les sondages de 1996 ont été l'occasion de découvrir une structure semi-circulaire située à l'emplacement de la galerie nord sur cour. Ce bâtiment a vraisemblablement été construit après la destruction de l'aile nord. Il est toutefois impossible de définir sa fonction. Les fouilles successives ont permis de mettre au jour différents objets qui ont jalonné la vie du château. La ruine du Châtelet constitue la seule partie du château du XVIe siècle à avoir partiellement survécu aux destructions violentes causées par l'homme de 1554 à 1986 et à la dégradation causée par la nature. Le bâtiment porte la trace des transformations successives qu'il a subies. Nous retrouvons une superposition complexe de couches datant de différentes époques. L'analyse approfondie du Châtelet, effectuée de novembre 1995 à août 1996, a permis de distinguer plus nettement les principales phases. L'état original du XVIe siècle. La phase de transition entre le début du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. Le château du comte Maurice de Caraman, aménagé entre 1810 et 1834. Les transformations néogothiques datant de 1875, introduites par le comte de Nédonchel. Les résultats complets de l'analyse ont été fixés sur des dessins représentant les différents matériaux utilisés, ainsi que la représentation des différentes interventions à travers les siècles. Un grand nombre de fragments de statues en terre cuite blanche furent mis au jour lors de la fouille du Châtelet. Il s'agit de 2 statues en pied représentant François Ier et Charles Quint. La statue de Charles Quint dérive manifestement du célèbre tableau du Titien de 1548, représentant l'empereur à la bataille de Mullerc. Les 2 représentations sont semblables jusqu'à la taille et diffèrent pour la partie inférieure et la position des bras. La statue a été réalisée dans une terre claire, blanc rosé, très dure, contenant une chamotte grossière de même teinte et une petite quantité de chamotte rouge.
La sculpture a été effectuée par modelage en creux. La statue de Charles Quint était brisée en environ 700 fragments, de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. La terre cuite elle-même était en assez bon état. La première étape de l'assemblage des fragments a été réalisée par les ouvriers du chantier de fouilles durant 2 hivers. Pour la deuxième partie du remontage dans les ateliers de la division du patrimoine, certains fragments restent impossibles à replacer faute d'indications suffisantes sur leur emplacement. Les bouchages et les reconstitutions ont un but, rendre à la sculpture une certaine solidité et restaurer son intégrité visuelle et esthétique. Afin de soutenir l'ensemble de la sculpture et de soulager le poids supporté par les parties inférieures, une structure interne en acier inoxydable a été placée. Par petits morceaux, vous remettre dalle en dessous. Ah oui. Il faut penser tout doucement. Les maçonneries les plus anciennes, médiévales, ont fait usage essentiellement de matériaux locaux, grès houillé, grès tertiaire et calcaire foncé veiné de blanc. Les constructions du XVIe siècle reposaient sur un soubassement constitué principalement de grès clair, connu sous le nom de grès de Bray. Ces bâtiments, couverts d'ardoises, provenant probablement de fumée dans la Haute-Meuse, mêlaient harmonieusement briques et pierres bleues. Parmi ces dernières, le petit granit domine largement. Il est extrait dans le bassin carrier s'étendant date à Feluy. La plupart des éléments portent des marques distinctives de différents mètres de carrière. Des fragments d'éléments décoratifs témoignent de l'emploi de marbre de Carrare et de pierres blanches à grains fins d'Avesnes-le-Sec dans le nord de la France. Les aménagements du XIXe siècle, outre le réemploi de matériaux de constructions antérieures, ont fait usage de petits granites, de grès ocre de Blaton et de diverses pierres blanches françaises. La décoration intérieure mélangeait les marbres indigènes, rouge de Philippeville, noir de Bassècle, gris Sainte-Anne, etc. et étrangers comme le blanc de Carrare. À cause du grand nombre de fragments architecturaux et de leur type particulier, le site archéologique de Boussu pose des problèmes méthodologiques spécifiques. L'étude des éléments a fait appel à la technique de l'anastylose. Cette technique permet la recomposition d'un ensemble architectural avec ses éléments originaux, chacun situé exactement dans sa position d'origine. Il s'agit d'une technique de restauration dans le sens le plus large du terme. Pour réussir, il faut analyser de façon systématique et dans le détail tous les éléments qui subsistent et rassembler toutes les informations relatives au bâtiment. Ce travail occupe une place fondamentale dans le processus de restauration et de préservation de l'objet archéologique. Le résultat le plus important d'une anastylose est l'instrument fondamental pour la protection du monument et la préservation du témoignage historique qu'il représente. Comme tant d'autres châteaux de l'époque, le château de Boussu disposait de jardins. Le jardin-île, rectangulaire, qui appartient à un type commun d'origine médiévale, appelé jardin d'agrément clos à parterre, entouré d'une haie vive avec des tonnelles en forme de pavillon aux angles, situés en général près du corps de logis principal. Le jardin-île circulaire était un monticule planté de 3 rangées d'arbres disposés en cercle et couronné d'un pavillon octogonal, qu'il faut situer dans le contexte de la Renaissance. Le jardin-île circulaire peut être interprété comme un jardin de la Motte, un mont Parnasse. Il n'était pas entouré d'eau, mais par 7 bastions formant une étoile. Grâce aux différentes recherches archéologiques et aux études entreprises sur le site, un essai de reconstitution peut être envisagé. Le château de Boussu avait une disposition symétrique. Le logis principal comprenait 4 ailes disposées autour d'une cour, cantonnées de tours aux angles.
La façade extérieure de l'aile sud présente des cordons de pierre marquant les étages, la corniche et une balustrade. Les extrémités sont cantonnées de puissantes tours carrées soulignées par des bandeaux de pierre simples. Elles sont éclairées par des fenêtres. Un soubassement de pierre occupe la partie inférieure de la construction. On accède au château par une arcade monumentale. L'aile est présente une symétrie analogue à la façade sud, mais se distingue de la précédente par un pavillon en saillie. La façade extérieure de l'aile nord n'est décrite par aucun document. Cette façade est surmontée d'un toit terrasse, bordé d'une balustrade et ne possède ni tour centrale ni pignons latéraux. Une porte centrale permet d'accéder au jardin flottant situé à l'arrière du château. L'aile ouest, grâce au plan de 1690 et grâce aux sondages effectués dans cette zone, permet d'affirmer qu'elle était dotée en son centre et en saillie d'une chapelle à plan polygonal, avec contrefort marquant les angles. On pénètre dans la cour intérieure par un passage voûté, orné de 2 colonnes. Le soubassement forme un socle rustique, rythmé par 12 petites fenêtres carrées. Au rez-de-chaussée s'ouvre une galerie portée par des colonnes toscanes ou doriques, reliées entre elles par une balustrade. Le sol semble dallé de terre cuite. L'aile nord, façade sur cour, se présente par un accès au portique avec un escalier orné d'une balustrade. En dessous, un passage voûté semble se diriger vers le sous-sol. Au second étage, un cordon de pierre divise 2 parties égales. Chaque travée est percée d'une ouverture carrée. Au centre, les colonnes jumelées encadrent une niche, une fenêtre. Dans la partie supérieure de l'étage, une travée sur 2 dispose d'une petite fenêtre, indiquant un entresol. L'espace intérieur est divisé en 2 parties égales, en 2 étages analogues. Au premier étage, une galerie s'ouvre sur la cour. La charpente est également visible. La décoration intérieure est d'une grande somptuosité. Guichardin y signale d'importantes collections de peintures et d'œuvres d'art. Jacques Dubreuc est vraisemblablement né à Mons ou à Saint-Omer vers 1505, maître artiste de Charles Quint, protégé de Philippe II et bénéficiaire du mécénat de Marie de Hongrie. Sculpteur et architecte, il compte parmi les artistes les plus importants de la Renaissance. Si souvent il souffre de méconnaissance, c'est que son œuvre architecturale, fort réputée de son temps, a été détruite lors des guerres opposant les troupes impériales de Charles Quint aux troupes françaises d'Henri II. La Révolution française détruira le reste de son œuvre. Pourtant, les fragments sculpturaux et architecturaux qui nous sont parvenus prouvent que cet artiste novateur a sa place parmi les plus grands. Le château de Boussu était relié par un seul axe à la chapelle funéraire. Cette chapelle sépulcrale des seigneurs de Boussu a été érigée dans la première moitié du XVIe siècle sur les ruines d'une chapelle plus ancienne. L'intérieur est très sobre, ni mobilier, ni tableau, ni autre objet d'art. Le tout s'élève au-dessus d'un vaste caveau sépulcral. Dans cette chapelle, on peut y découvrir le mémorial de Thierry de Hénin-Liétard. Cette œuvre de pierre bleue recouverte d'une couche de peinture blanche est le monument le plus ancien de la chapelle, avec des bas-reliefs funéraires du XVe siècle de l'école tournaisienne. Au centre du tableau, la Vierge et l'enfant Jésus. C'est Sainte Barbe qui présente cet orant. À sa droite, une tour avec les armoiries de Thierry de Hénin. Un personnage mutilé de la tête marche sur les flots. Il s'agit de Saint Christophe. Laurent et Thierry de Hénin. Le mausolée de Jean, comte de Boussu et d'Anne de Bourgogne, son épouse, en marbre, ne compte pas moins de 10 statues en albâtre. Un petit fronton renferme la figure de Dieu le Père entouré d'anges. Sur les côtés, les statues de 2 guerriers à l'antique, chacun s'appuyant de la main sur un écusson aux armes des défunts. Sur le sarcophage de marbre de Rance sont agenouillés Jean et Anne.
Le comte Jean est en armure, son casque repose devant lui, 3 de ses enfants sont aussi agenouillés. Anne de Bourgogne, en costume de cour, a près d'elle un 4e enfant. Le mausolée de Maximilien, comte de Boussu, mort en 1578, et de Charlotte de Werchin, dame de Gemont, son épouse, morte en 1571, de Pierre, comte de Boussu, mort en 1598, et de Marguerite de Croix, son épouse, est un monument entièrement polychromé. Les dames sont en robe de cour, les hommes en habits de guerre. Les pilastres et les piédestaux des colonnes sont décorés d'emblèmes d'artillerie et de marine, le tout en style Renaissance. Figurent aussi 16 quartiers de noblesse qui rappellent les charges et la noblesse des défunts, surmontant le tout un cartouche aux armes des comtes de Boussu. Le mausolée de Maximilien, comte de Boussu et d'Alexandrine Françoise de Gavre, son épouse, est un ensemble de pierres peintes et de marbre d'hiver. Les défunts, agenouillés, les mains jointes et en grand costume de cour, occupent les niches qu'on aperçoit de chaque côté de la Vierge. On aperçoit également un petit coffre, sans doute un ancien reliquaire que l'on disait renfermer les lettres qu'ils s'écrivaient avant leur mariage. Au-dessus d'eux, leurs écussons. Les urnes se trouvent sur des socles. Celle de gauche contient le cœur de Joséphine de Mérode-Westerlo, mariée au marquis Louis-Charles Victor Riquet de Caraman, décédé en 1824. Le gisant maniériste représente un homme mort étendu sur une natte dont une extrémité enroulée sert de support à la tête. Cette œuvre en albâtre est attribuée à Jean Goujon. Après expertise, elle est de façon formelle à Jacques Dubreuc. L'homme à moulon est une statue funéraire en forme de gisant datant du XVIe siècle, représentant un cadavre en état de putréfaction, traité avec un réel souci de la vérité et une perfection anatomique étonnante. Le docteur Tricot-Royer écrit qu'il s'agit là d'une œuvre parfaite de précision anatomique et d'effrayante vérité. L'art et la science moderne ne pourraient faire mieux ni plus parfait. On ne peut pénétrer dans la crypte qu'en soulevant une lourde dalle. À noter que la crypte contient Eugène de Hénin-Liétard, qui épousa Anne-Isabelle de Ligne-Arambert, princesse de Chimay, dont il eut 6 garçons et 6 filles. C'est ce mariage qui fit entrer la terre de Chimay dans la maison de Boussu. Un site aussi prestigieux que celui-ci ne doit pas rester fermé. Il doit devenir absolument un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où, au niveau pédagogique, chacun pourra comprendre ce qu'était la Renaissance dans nos régions, ce qu'était un château, ce qu'est un site archéologique. Ce sont des notions très importantes à mettre à la disposition du public. Notre idée, donc, dans les prochaines années, en accord et avec l'aide du ministère de la Région Wallonne, de développer sur ce lieu tout d'abord un centre d'interprétation de l'histoire du domaine et un centre de documentation sur l'art de la Renaissance dans les Pays-Bas avec bien entendu musée lapidaire et documentation à la disposition de tout un chacun, salle de projection, réellement pour démocratiser et pour ouvrir à un maximum de personnes intéressées un site hautement représentatif de la culture de la Wallonie.